Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Média Maghreb 450 AM et 104.5 FM. Très heureux d'être sur les ondes avec vous. Bien sûr, comme d'habitude, avec moi Mathieu et Adi. Bienvenue, comment allez-vous? On va bien. Oui, ça va très bien. On a eu 2 bonnes nouvelles aujourd'hui. Attends, les nouvelles là? Concernant quoi? Ben, il y en a une dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, et l'autre, c'est qu'il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Je trouvais que ça très content. Ça rentre dans les de mettre de plus en plus sur fait. Alors j'en profite pour souligner que je suis très content il commence par la fin. Je T'as vu Adi? Comme d'habitude, Mathieu, il dénonce tout le monde. Moi, je commençais. Il y a une nouvelle concernant l'impact, mais une autre nouvelle. Mais on va en parler. Je commence avec la fin pour appâter nos auditeurs et nos auditrices. Ok, donc on est avec vous jusqu'à 8h. Merci à vous d'être avec nous. Donc on va commencer avec l'Impact de Montréal qui jouera demain face au DC United. Donc c'est un match qu'il faut absolument gagner pour passer au deuxième tour. Espérons passer, bien sûr, en attendant les matchs qui restent pour les autres groupes. On va parler aussi du match, on va analyser le match que vient de perdre, qui a perdu l'Impact de Montréal contre le FC Toronto, le club rival 4 buts à 3. On est obligé. Ben oui, on va parler juste un peu de la composition de l'équipe. Non, mais je blague. On va parler aussi du sondage. Toi, tu l'as déjà fait dans ton podcast de culture. Ça, c'est intéressant. On va parler du sondage que notre ami Adi Raphaël a fait sur Twitter. Donc, moi, je pense que c'était un sondage important pour les fans. On va le décortiquer. Moi, je m'attendais pas au vote. On va le décortiquer jusqu'au grand pourcentage de la marge d'erreur. Non, je rigole. Oh! Ok, donc c'est ça. Donc, on va parler aussi des autres groupes aussi. On va parler des autres groupes. Qui est premier, qui est deuxième, qui peut se qualifier aussi au deuxième tour. On va commencer bien sûr avec l'Impact de Montréal. Donc, personnellement, moi j'ai vu le premier match contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, Thierry Henry, il a donné l'équipe rentrante, mais personne ne s'attendait à avoir cette composition d'équipe. On a vu que Samuel Piette était à droite sur le couloir, alors que Samuel Piette, on le sait, tout le monde le sait, que c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, c'est un relayeur, c'est un casseur de jeu, comme on dit. Donc, le deuxième match aussi, même chose. On a retrouvé Chamichom à droite, alors que Chamichom, d'habitude, il joue à droite. Je ne sais pas si ça a échappé au coach qui était là avant. Peut-être que ça a échappé que de mettre Samuel Piette à droite ou Chamichom à droite. Je sais pas, mais Thierry Henry, peut-être il a une idée derrière la tête. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Pourtant, au niveau de la Ligue MLS, il a bien commencé le championnat. Il a bien commencé aussi, on peut dire, à la Ligue des Champions en CONCACAF. On est qualifié toujours. Mais pendant ce tournoi, on voit bien, pendant que ce tournoi, que les grandes équipes, comme Atlanta, Los Angeles, les deux peut-être, mais on voit qu'ils ont mal commencé. C'est un tournoi à huis clos. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Adi, de tout ça? Beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Juste pour venir, parce que je vais avoir tendance à être très critique envers Thierry Henry, et je pense que c'est normal, comme je suis critique avec la plupart des entraîneurs qui sont passés par l'Impact de Montréal. J'applaudis quand il faut applaudir, puis je suis critique quand il faut critiquer. Dans le cas présent, on parle un peu de la fiche de Thierry Henry depuis qu'il a rejoint l'Impact de Montréal. Tu dis qu'il a bien commencé. Si jamais tu remets tout ça en perspective, il a battu New England au Stade Olympique. On sait que c'est très difficile de jouer au Stade Olympique. Et il y avait aussi beaucoup de chance dans cette victoire-là, avec un tir sur le poteau, un but refusé, ainsi de suite. La chance fait partie du jeu. Mais c'était une victoire, donc 2-1. En Ligue des Champions, on a battu quand même une équipe assez... il y a eu le match nul ramené du FC Dallas, ça c'est important aussi. 2 secondes. Je suis pas là. En Ligue des Champions, on est arrivé, on a joué contre Saprissa, qui est pas une équipe extraordinaire. Bon, on a quand même battu, ce qui est quand même déjà très bien. Oui. Dallas ont gagné 2-0 avant de se faire reprendre à 2-2. Oui. C'est quand même...
selon la physionomie du match, pas un résultat, même si jamais au début on m'avait dit que c'était un match nul, j'aurais signé direct. Non, mais il y a eu Sauf une que gagner 2-0, remontada, j'aime bien ça les gagner 2-0 remontadas, pour moi. venir à 2-2, je suis pas trop convaincu. Puis avant la pandémie, on perd à domicile face au club hondurien de Olympia. Donc bref, c'était assez mitigé. Puis là, on commence ce tournoi-là, un non-match Mais joué face à continue. New England. Olympia après? Hein? Olympia? On a perdu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je l'ai dit. Mais attends, il reste un match encore. Ouais, là-bas, ce qui est beaucoup plus difficile. Ok. Puis là, on arrive face à New England, puis une grosse défaite avec un non-match, comme je l'ai dit, avec un 11 de départ qu'on comprend pas. On en a parlé la semaine passée. Puis là, on revient avec un nouveau 11 de départ face à Toronto. On comprend pas plus. Quand on regarde le 11 de départ, je pense que je regardais sur les réseaux sociaux, il y a personne qui comprenait qu'est-ce qui se passait. J'ai écouté plusieurs personnes qui en ont parlé, j'en ai parlé moi-même et ainsi de suite. Puis tous les experts, les observateurs, les analystes, tout ce que tu veux croire disent qu'ils comprennent pas ce que Thierry Henry a dans la tête. Ouais. Donc c'est assez mitigé jusqu'à maintenant. Il est encore en train d'apprendre, comme je l'ai dit la semaine passée, on est encore très tôt dans l'apprentissage de Thierry Henry en tant qu'entraîneur. Je veux pas non plus lui dire, ah, celui il est nul, c'est de la merde, il vaut rien. Non. Je suis juste en train de dire, jusqu'à maintenant, c'est pas du tout convaincant. Ces idées ne sont pas vraiment en train de passer, selon moi. On va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va attendre le 3e match qui sera très important. Donc, ça c'est en gros. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu. Mathieu, est-ce que toi, t'as compris quelque chose? Donc, t'as compris? Moi, j'ai parlé des deux matchs. J'ai parlé des deux joueurs de couloir qui a placé, alors que Zachary Brault-Guillard faisait absolument bien sa job. C'est un joueur de couloir, on l'a vu l'année passée. Aussi, c'est un joueur de couloir à qui on peut faire confiance. Mais il faut se rappeler aussi que Zachary Brault-Guillard, juste avant la pandémie, son match contre le CDLMT avait été très compliqué. On avait dû le remplacer. C'est encore un jeune joueur. En plus, il s'était blessé, c'est vrai. Mais il y avait eu un match difficile avant. Donc, il faut faire attention. Et justement, Thierry Henry a dit aujourd'hui, il est bon offensivement. Il a insisté 2 fois sur le terme. Donc, c'est qu'il voudrait qu'il améliore son jeu défensif. Ça ne l'a pas empêché de le faire entrer après la mi-temps, après avoir expérimenté, probablement parce que Clément Baillat, ça on ne le sait pas, il est peut-être pas à 100%. En fait, quand on regarde le portrait de l'ensemble, ce qui rend les décisions de Thierry Henry, selon moi, incompréhensibles pour beaucoup, c'est justement parce qu'on est dans une bulle à Orlando où les médias n'ont pas beaucoup accès, ça se fait à distance. On n'a pas cette proximité des journalistes qui peuvent voir ce qui se passe aux entraînements. Il y a beaucoup d'informations qui restent opaques, dont on ignore c'est quoi. On peut juste faire quelques déductions. Par exemple, le fait que Rudy Camacho soit reparti parce que son épouse donnait naissance à un enfant, et Waterman qui était blessé, qui n'était pas à 100%. Donc, en défense centrale, on était beaucoup touchés. Et sans doute que Thierry Henry craignait peut-être que s'il mettait un Rod Fanny comme partant, on n'avait plus de réserve en matière de défense centrale pour compenser. Alors, il a demandé à Victor Wanyama de sacrifier. On peut en déduire ceci. Ça ne veut pas dire qu'on comprend qu'il y a Samuel Chaume à droite, mais là-dessus, il y a plus de points d'interrogation, comme je viens de le dire. Mais, à travers tout ça, moi, je reviens à la perspective d'ensemble, et je le répète encore, ça renvoie au fait de ce que Adi disait, de relativiser les victoires de début de saison. On oublie encore et toujours que depuis qu'Olivier Renard est là comme directeur sportif et que Thierry Henry commence, l'Impact est au début de la construction d'une fondation, d'une philosophie, donc de quelque chose. Après 8 ans sans rien à ce chapitre-là, on sent que le début de quelque chose, et moi je trouve qu'on l'a vu aussi contre Toronto. Oui, c'est brouillon. Oui, c'est pas accompli. Et c'est normal. C'est normal, il ne faut pas paniquer. Il faudrait paniquer seulement si on était à une étape où ça devrait être abouti. Mais on n'en est pas là. On est au début de quelque chose au même titre. Je répète ce qu'il a dit tantôt. Thierry Henry commence comme entraîneur. Mais c'est un peu normal. Thierry Henry commence comme entraîneur, mais ça va de pair avec un Impact qui commence la construction de quelque chose. Donc, Thierry Henry a des idées. Il essaie d'expérimenter et il va se tromper. Mais j'aime mieux quelqu'un qui expérimente qui n'expérimenterait pas du tout, alors que, je vais répéter peut-être un tweet qu'Adi a dit, s'il enchaînait la même chose avec les mêmes erreurs, à répéter les mêmes erreurs, là, moi, je serais plus inquiet. Là, au lieu de ça, il essaye autre chose. Il faut noter tout de même contre Toronto, l'équipe
Et je pense là-dessus, ça renvoie à ce que moi j'ai dit la semaine dernière. Au-delà de la tactique, au-delà des choix qu'on fait, les joueurs avaient à répondre au niveau du comportement sur le terrain. Et je pense que contre Toronto, ils ont beaucoup mieux répondu. Mais il faut prendre en compte, encore une fois, je le dis, le facteur COVID. Je pense qu'il y a encore des joueurs qui, mentalement, ne sont pas là. Et en plus, Montréal a été une des dernières équipes à commencer à s'entraîner peut-être un peu plus en groupe. Et Thierry Henry aussi avait raison de dire on est un peu en mode pré-saison. Alors forcément, les automatismes, c'est plus compliqué que ça ne soit pas là. Et contre Toronto, on a essayé de jouer la possession. Mais c'est très rare qu'on voit l'Impact dominer la possession contre Toronto à la fin du résultat final, même si on a perdu. C'est très rare qu'on a dominé sur des coups de pied de coin. C'est très rare que ça arrive. Déjà ça. Donc, c'est un début de quelque chose. Après, c'est vrai que Toronto, et c'est là-dessus que je veux situer l'échiquier, Toronto, ça fait des années qu'ils jouent le même style. C'est stable, ils savent comment gérer le match. Donc, ils savaient que Montréal, ils pouvaient gérer leur énergie parce qu'ils avaient eu des problèmes contre DC United dans la gestion de l'énergie. Alors, qu'est-ce que Greg Vanney a fait? Lui s'est dit, l'Impact ne sont pas encore là en matière de possession, on va leur laisser, on va gérer l'énergie. C'est drôle d'entendre des instructions pendant le match. Quand Wanyama s'amenait, je l'entendais dire en anglais, c'est le centre arrière, on ne focus pas sur lui. Un exemple. Là. Donc, malgré que Toronto a eu quelques difficultés aussi quand même, puisque on a vu que Maciel, très bonne insertion dans l'alignement, qui fait une passe, même à longue distance, mais très précise à Romel Kyoto. Ça faisait du bien de revoir dans le 11 partant. On a des indications de des choses qui vont bien et d'autres qui restent à construire. Il y a encore beaucoup de choses à construire. On va parler d'ailleurs de l'arrivée du nouveau joueur africain tantôt, qui est l'autre bonne nouvelle du jour. Mais tout ça pour dire que l'Impact est vraiment au début de quelque chose. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'on a 2 défaites dans ce tournoi-là. Il faut se calmer un peu quand même. On se calme, il n'y a pas de problème, Mathieu. Mais justement, je vais parler de ce que tu as dit parce que, regarde, Thierry Henry l'a dit, ça c'est... Pour lui, c'est considéré comme des matchs amicaux parce qu'ils n'ont pas fait de matchs amicaux. Il a parlé de ça. Ben oui, c'est sûr que ça lui va à lui de dire que c'est des matchs amicaux. Est-ce c'est normal. On peut... Ça l'arrange. On peut dire que... c'est ça. C'est une forme de langage de l'entraîneur pour ne pas dire autre chose. Même si ça peut avoir un fond de vérité. Ben, ça veut dire on spécule pour rien. C'est des matchs amicaux. Mais en fin de compte, c'est des matchs qui comptent pour la Ligue. C'est des matchs amicaux qui comptent pour la Ligue comme pour la MLS, pour la saison régulière. C'est des matchs amicaux qui, si jamais tu performes bien, tu peux avoir une qualification en Ligue des Champions. Donc, excuse-moi, mais des matchs amicaux, j'ai jamais vu des matchs amicaux qui sont aussi importants que ça. Donc, si jamais tu veux appeler ça les matchs amicaux, je sais pas. Après bon, écoute, le point que je veux lui donner à Thierry Henry, c'est que effectivement, c'est quand même assez difficile de revenir après une longue période d'arrêt qui est de 4 mois et demi, où tu arrives un peu sans aucune préparation, puis tu dois jouer des matchs en jeu directement. Le problème, c'est que c'est très bien, Thierry Henry a dit c'est des matchs amicaux. Par contre, c'est des matchs amicaux pour toutes les équipes. Hein. Toutes les équipes sont dans le même état d'esprit. Toutes les équipes n'ont pas eu des matchs amicaux avant. Donc, moi, je veux pas voir ça comme, tu sais quoi, c'est 2 défaites, mais les pauvres, ils ont pas joué depuis 4 mois et demi. Mais oui, mais les autres équipes contre qui vous avez joué, ils ont pas joué depuis 4 mois et demi, ils ont battu. Ouais. Donc, arrivé à un moment, c'est très bien de donner des excuses. On a une équipe, moi, les seules excuses que j'accepte de la part de Thierry Henry, je suis en train, et c'est ça qui me dérange un peu, c'est sa communication, en disant que, oui, mon équipe n'a pas le fighting spirit, mon équipe est en train de faire trop d'erreurs. Est-ce que toi, tu as fait des erreurs? Pourquoi tu ne dis pas les erreurs que tu fais? Pourquoi tu l'avoues pas? Mais non, Thierry Henry arrive, il est en train de pointer du doigt plusieurs choses qui, effectivement, il a raison. Par contre, il se pointe pas du doigt à lui. En tout cas, devant nous, il se pointe pas du doigt à lui. Et quand les médias essaient de lui poser des questions difficiles, soit il les engueule, soit il est arrogant, soit il évite la question. Donc, tu arrives à un moment où j'espère que Thierry Henry va commencer à apprendre de ses erreurs. Ces erreurs-là qu'on est en train de voir maintenant à l'Impact de Montréal, c'est des erreurs qu'il avait déjà commises du côté de Monaco. Même si Monaco, c'était une situation très particulière, il a dit qu'il a appris de son passage à Monaco. Jusqu'à maintenant, moi, je le vois pas. Donc, il va falloir que Thierry Henry se remette en question et commence à comprendre que, malheureusement, il y a des choses qu'il faut qu'il change. Mettre des milieux défensifs en tant que latéral droit, 2 fois de suite, ça marche pas. Donc, il va falloir trouver un autre moyen de ramener les résultats.
De retour à notre émission. Donc, on a parlé des deux erreurs. Surtout le premier match, c'est Samuel Piette qui a joué sur le couloir droit alors que c'était milieu de terrain, comme on l'a dit. Deuxième match, c'est Shami Chom. Donc, c'est des erreurs qui se répètent. Là-dessus, est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant que le 11 partant n'est pas encore... il n'est pas connu encore? Non, c'est évident qu'il n'est pas connu. Et c'est évident que Thierry Henry cherche la bonne formule, ou du moins une formule qui pourrait fonctionner pour que le 11 soit dans la bonne carburation, si je peux dire. Mais c'est pas si facile que ça à trouver parce que ça fait 8 ans que l'Impact a joué un jeu de compte très très simplifié, très unidimensionnel. Quand Rémi Garde avait essayé de changer ça un peu, il avait frappé un mur. Là, cette fois, et avec les quelques acquisitions qu'Olivier Renard a eu le temps de faire, on sent ce changement de philosophie-là. Donc, on sent quand même que peut-être, et ça c'est la différence avec Monaco, Thierry Henry arrive à implanter certaines idées, on commence à les voir, on voit un plan. Et j'ai noté, moi, dans le match contre Toronto, par exemple, on a senti cette volonté que j'avais vue en début de saison, une volonté, dans la possession, de partir de l'arrière. On ne se sent pas du gardien juste pour dégager le ballon, par exemple, puis on donnait le ballon à l'adversaire. Non, on se sent du gardien, des défenseurs, on veut construire quelque chose à partir de tout le terrain. Il y a une volonté comme ça, et je vous encourage à aller lire l'article d'Olivier Tremblay sur le site de Radio-Canada qui vous explique ça très bien. Et il a raison, je pense, sur cet aspect-là. Lui, il a vu cette dimension-là d'équipe prendre place. Selon moi, il y a encore des pièces du casse-tête qui restent à mettre en place, autant dans l'effectif, mais ça vient en même temps que Thierry Henry apprend son métier aussi. Parce que même s'il dit qu'il a appris la leçon, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse des erreurs quand même. On ne peut pas tout apprendre et tout changer comme ça de but en blanc. La différence, tout de même, avec Monaco, je le répète, c'est qu'il n'est pas dans un même contexte. Et je pense qu'à Montréal, il a la possibilité, et je suis sûr qu'il garde ça en tête, il ne le dira pas publiquement, mais je pense qu'il garde ça en tête, qu'il a la possibilité de construire quelque chose et donc de laisser quelque chose au moins de positif qui puisse le mettre sur la carte comme entraîneur. Peut-être pas un grand entraîneur, mais un entraîneur qu'on va quand même, dont on va quand même reconnaître l'apport éventuellement. Mais il faut laisser le temps à ce que les morceaux se mettent en place, c'est sûr, et que Thierry Henry, à force de chercher, évidemment, ça va au gré de ce que j'ai dit tantôt, il y a des contextes, il y avait des joueurs qui manquaient. Je suis persuadé, moi, que dans sa tête, pour le match contre Toronto, il ne voulait pas Wanyama en défense centrale jusqu'à temps que Camacho s'en aille et que Waterman n'était pas prêt. Ça, je pense qu'on peut en déduire ça. Pour ce qui est du côté droit, il a laissé un indice, mais là-dessus, on manque peut-être d'informations sur pourquoi il n'essaye pas Bahia. Peut-être qu'il considère que c'est un trop gros risque. Parce que, justement, des fois, mentalement, tu peux être guidé avec le fait que tu es obligé de jouer un match et d'avoir un résultat, même si tu es dans un mode un peu où tu as de la préparation, puis il faut que tu fasses avec la forme physique. C'est valable pour toutes les équipes, d'accord, mais c'est pas toutes les équipes qui ont les mêmes mots partout, qui ont les mêmes problèmes au même titre, quoi que ce soit. Et ça arrive des fois, c'est pour ça qu'on voit des équipes, même des bonnes équipes sur papier, ou qui nous ont montré des belles choses depuis 4-5 ans, offrir des contre-performances ou décevoir, alors qu'il y en a d'autres qui nous surprennent. Mais dans un contexte, après 4 mois, moi je m'attendais à ce qui arrive. C'est pour ça qu'il ne faudra pas mesurer à partir du tournoi vers où l'impact s'en va. Est-ce que c'est une catastrophe ou pas? Il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Oui, Thierry Henry a beaucoup de choses à corriger. Il lui reste encore beaucoup de travail, mais en quelque part, comme on commence à construire quelque chose, il y a un début de quelque chose. On va laisser le temps à l'édifice de se construire, aux architectes de travailler. Et si on voit que ça s'en va dans la bonne direction, on va voir s'ils vont brousser chemin pour y aller. Il va y avoir des essais-erreurs encore. Toronto, après 8 ans dans la cave, malgré qu'ils avaient des sous et qu'ils ont jeté des sous par les fenêtres, je sors souvent cet exemple, ça leur a pris 3 ans avant de construire une équipe championne. 3 ans pour changer et avoir la philosophie qu'ils ont là maintenant. Alors eux, sur l'échiquier contre Montréal, ils avaient beau jeu d'être en mode de gestion de match par rapport à ça, parce que Greg Vanney, ça fait longtemps qu'il est là, les joueurs comprennent ce qu'ils ont à faire, ça fait longtemps que la sauce est prise là-bas. À Montréal, on commence à faire la recette, là. Alors, c'est dans l'échiquier, c'est ça, il faut en tenir compte. Et pourtant, ça n'a fini que 4-3, là. Ça s'est pas fini 4-0. Ouais, tu as parlé de prendre le risque. Donc, Thierry Henry, je pense, quand il a mis Shami Chom à droite, il a pris un risque. C'est un risque qu'il a pris. Oui. Au lieu de le prendre avec Shami Chom, moi, personnellement, je le prends avec Zachary parce que je le connais. Je sais comment il joue. Oui, c'est vrai. Probablement qu'il s'est trompé là-dessus, parce que lui, il se dit dans sa tête, il doit être mieux. Non, pas probablement. Il s'est trompé 2 fois là-dessus. C'est pas probablement. Si tu regardes sur le premier match,
il se fait jouer comme un bleu, Chamichom sur la droite. Si tu vois avec Richie Larea, il s'amuse avec lui. On dirait, moi, je le blâme pas. Je le blâme pas. Non, mais je blâme pas Chamichom. Moi, je blâme pas Chamichom, je blâme Thierry Henry de l'avoir mis là. Donc, je veux qu'on arrête d'être d'essayer d'être neutre. Je comprends que Thierry Henry, et je suis d'accord, et c'est là où je te rejoins, Mathieu, c'est que je veux pas juger Thierry Henry. Pour moi, je suis pas en train de dire Thierry Henry est nul. Je suis en train de dire que jusqu'à présent, sur les 8-9 matchs que Thierry Henry a disputés en tant qu'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, c'est très loin d'être satisfaisant. Les choses qu'il essaye ne fonctionnent pas. Il y a d'autres choses qu'il a essayé qui fonctionnent, et c'est sur ça que j'aimerais... Je suis d'accord, mais si je pèse mes mots, c'est parce qu'il y a des informations qu'on ignore toujours, c'est tout. Et à partir avec les informations, les informations, les ou avec les informations qu'on a. Non, mais avec les informations qu'on a, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. J'ai parlé de point d'interrogation tantôt. Donc, c'est pour ça que je dis, probablement, même si dans le résultat ou dans la photo du match, oui, c'est une erreur. Mais est-ce qu'à long terme, quand tu vas probablement décider de mettre Zachary Beaubillard, qui lui va prendre conscience qu'il faut qu'il soit meilleur autant en défense qu'en attaque, être plus équilibré, ça peut avoir un effet positif aussi à long terme. Quand on construit un édifice, ben souvent, ça va avec des erreurs aussi, je le dis. Même si je mesure les mots. Je vais utiliser ton analogie. Quand on est en train de construire un édifice, je suis vraiment désolé, on commence pas par le 4e étage, on commence par le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est de mettre une personne à sa position. Oui, je suis d'accord, mais... je suis d'accord, mais admets que par rapport à ce qu'on a vu avant, on est plus proche de ça alors qu'on commençait par le toit lors des luttes. Jusqu'à maintenant, du point de vue de l'entraîneur, on n'est pas plus proche de rien du tout. Du point de vue de la direction de l'Impact de Montréal en tant que club, du point de vue de Olivier Renard, du point de vue de la structure qui se trouve derrière l'entraîneur, oui, on est à des années-lumière de ce qu'on n'a jamais vu du côté de l'Impact de Montréal. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Jusqu'à maintenant, et encore une fois, je veux pas que le monde enlève mes paroles du contexte. Jusqu'à maintenant, Thierry Henry est très loin de m'avoir à moi donné satisfaction. Sur aucun des matchs, j'ai trouvé la patte de Thierry Henry. Après, il y a une chose, et c'est là où je veux venir, parce que j'ai dit que j'allais être critique là où il fallait être critique, mais j'allais applaudir là où il faut applaudir. Bravo Thierry Henry d'avoir donné le départ à Emmanuel Maciel, qui a été extraordinaire, vraiment très très bon. Après, faut faire attention. Vous vous rappelez l'année passée, quand Lassie était rentré et avait marqué 2 buts, j'ai dit, faites attention, ne vous enflammez pas, allez-y doucement. Et sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui se sont un peu moquées de moi parce que la semaine suivante ou 2 semaines plus tard, il a remarqué 2 buts, puis tout le monde disait c'est fini, c'est la gloire et ainsi de suite. Puis finalement, on a vu que Lassie a complètement disparu de la surface de la terre parce que, il a été blessé ou quoi que ce soit, mais bon, faut faire attention. Emmanuel Maciel, on a vu 60 minutes d'Emmanuel Maciel. Jusqu'à maintenant, ça a été très positif. Faut voir à ce moment-là si Maciel va pouvoir continuer sur ce chemin. Il faut se calmer. Mais jusqu'à maintenant, on a des points positifs quand même. On a pris autour. Mais je l'ai souligné tantôt, c'est le fait qu'au niveau de la possession, même si c'est pas abouti comme on le souhaiterait, moi j'ai quand même vu des choses plus encourageantes, comme même sous Miguel quand tu as essayé. Et j'ai vu un début d'un plan de construction. Donc, ça veut dire que même avec l'argument d'Adi tantôt par rapport à Thierry Henry, oui, Thierry Henry fait des erreurs, mais je pense pas qu'il parte à l'envers dans la construction du jeu, même s'il se trompe dans la constitution de l'effectif. Mais ça peut arriver, même quand tu construis par la base, à un moment donné, tu vas te tromper d'un morceau dans un coin de la fondation, mais tu peux le remplacer puis revenir aux fondamentaux. Il peut très bien le faire. Je pense que Zachary Beaubillard, cette fois, étant donné qu'on est dans une situation un peu de vie ou de mort par rapport au tournoi, je pense qu'il va envoyer cette fois Zachary Beaubillard comme partant à droite. Tout à l'heure, on va parler du match important de demain. Donc, c'est là. Et, ne pas faire jouer Fanny au deuxième match. Moi, mais ça, je peux comprendre encore. Je pense que Wanyama, tu l'as recruté comme milieu de terrain. Oui, c'est vrai. Je vous ai répondu à ça tantôt, là. C'est vrai que Wanyama est meilleur au milieu de terrain. On comprend ça très très bien. Je peux comprendre encore la décision d'Henry de mettre Fanny sur le banc. Peut-être que
il a quand même un certain âge. Lui, tu dois le savoir, Karim, mais quand t'avances dans l'âge, tu prends beaucoup plus de temps à être prêt physiquement que quand t'es jeune et quand t'as 25 ou 22 ou 21 ans. Donc, à 38 ans, pour être prêt et être prêt à enchaîner les efforts au fur et à mesure, t'as besoin d'un peu plus de temps. Je pense que Thierry Henry n'a pas voulu vraiment trop tirer sur Rod Fanny. Puis finalement, il a dû le faire à la mi-temps. On parlera un peu de ça parce que j'ai pas compris pourquoi c'est Binks qui a été enlevé à la mi-temps. Ça aussi, c'est pourquoi il a été très bon, Binks. Exactement. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Ouais, mais ça pour moi, c'est une erreur peut-être encore plus grande que de mettre quelqu'un peut-être pas à sa position à droite. Parce que t'enlèves un joueur qui a été bon alors que c'est Raitala pour moi qui dans la charnière connaissait des difficultés, qui était un peu lent à réagir sur le jeu par rapport aux autres. Même si, faut l'expliquer, une charnière en défense, c'est un ensemble. Et d'après moi, le fait d'avoir fait jouer Piet plus haut, ça a peut-être pas aidé le bloc défensif non plus. Ça, c'est aussi une chose. Et Thierry Henry a voulu donner une chance à Safet-Haller de se voler en attaque, mais il l'a déçu encore une fois. Il jouait à reculons. Ses options, il allait jamais vers l'avant quand il y avait le ballon. Ses options de passe étaient vers l'arrière presque à 99% du temps. Et la semaine passée, j'avais dit qu'il m'avait déçu. On sent que la tête n'est pas tout à fait là. Là, beaucoup pensent mettre Maciel à sa place, en partie. Quoique, on va y revenir, il y a toujours la pièce dans la discussion, même si on va sans doute en parler comme on l'avait fait la semaine dernière. Mais pour moi, la clé, c'est que le point central, ça reste encore Wanyama. Et à partir du moment que à travers lui, le reste de l'effectif, ça devient plus clair. On va avoir une idée, je pense, beaucoup plus évidente de qu'est-ce que Thierry Henry a réussi à mettre en place quand ça va être rodé un peu plus. Donc à notre émission avec Karim, Adi et Mathieu. Donc, on a parlé un peu de ce qui en est concernant les deux matchs. Le premier match de l'Impact qui a perdu. Le deuxième match aussi perdu, mais on a vu en deuxième mi-temps quand même qu'il y a une équipe qui a montré des belles choses. Les choses positives aussi, c'est qu'on a gagné Kyoto, un attaquant, Wanyama, un milieu de terrain extraordinaire, même quand il a joué en défense, il a fait quand même tout ce qu'il pouvait, et aussi Maciel. Donc ces trois joueurs, moi j'étais vraiment satisfait du rendement des trois. Je pense qu'on a gagné 3 joueurs, c'est excellent. Ben, une des lacunes de l'Impact, parce qu'il y en a plusieurs à corriger, c'était entre autres le jeu physique. Avec Binks et Wanyama, on sent un changement d'orientation. On sent que Renard a vu dans l'équipe qu'il y a une lacune à ce niveau-là et il cherche à la corriger en même temps qu'il cherche à combler les postes où il y a des trous à combler. Wanyama, sa présence physique, ça a apparu contre Toronto et je pense que ça a été, pour moi, une des surprises. Parce que Greg Vanney se dit, j'ai dominé physiquement cette équipe-là pendant longtemps. Là, et même sur les corners, Binks, n'oublions pas, a touché, je pense qu'il a touché une transversale, mais en tout cas, il a manqué le but, pas par beaucoup, en gagnant un corner offensif. Attention, avec le temps, à force de travail, l'Impact pourrait enfin corriger ce qui a été un défaut pendant des années, c'est-à-dire le jeu physique, et en particulier sur les phases arrêtées, ça pourrait faire une différence à moyen et long terme sur les succès de l'équipe si on va en avoir. Parce que, en admettant que ta tactique ne fonctionne pas, ça peut arriver dans un match. T'as peut-être ta formation est rodée, tout ça, mais dans un match contre un adversaire, les choses vont pas bien. Mais comment tu fais la différence? Ben, c'est sur les phases arrêtées, c'est parce que tu as des joueurs physiques dans ta formation qui vont donner le coup de tête sur un corner ou sur un coup franc indirect. Et ça peut faire la différence. Et moi, j'ai senti contre Toronto que physiquement, et c'était aussi un signe qu'au niveau du caractère, ils étaient plus là que contre Nouvelle-Angleterre, l'Impact. Il y a peut-être quelque chose là, qui commence à se dessiner aussi, qui commence à prendre forme là aussi. Ouais, c'est sûr. Et moi, ce que j'ai bien aimé, tu as parlé un peu du côté physique. Bon, il manquait un peu de physique oui, en défense centrale surtout. Au milieu de terrain, ça n'a pas été parfait. Par contre, moi, ce que j'ai aimé du côté de l'Impact de Montréal, c'est que au moins, on avait du jeu vers l'avant. Profondeur, surtout en profondeur, il y a beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux vers l'avant. Kyoto amène quelque chose, et c'est pour ça qu'on l'avait dit ici la semaine passée. Je vous avais dit, j'ai pas compris pourquoi Kyoto était pas sur les terrains face à Nouvelle-Angleterre, parce qu'il amène ce côté physique qui manquait à l'Impact de Montréal face à Nouvelle-Angleterre. Avec on l'a vu. En plus. On l'a vu. Non seulement il est physique, mais en plus il est capable d'aller vite. Il est bon, il finit bien.
Donc bref, je dis pas non plus, il faut faire attention, c'est pas une superstar, Robin Kyoto. C'est un très bon joueur. Mais il est rendu avec le même nombre de buts que l'an dernier quand même. Il faut qu'il arrive à trouver les partenaires qu'il faut autour de Kyoto. Il y a eu un choix fort de la part de Thierry Henry de mettre Bojan sur le banc. Je pense qu'on va beaucoup voir Thierry Henry continuer dans ce genre de choix fort parce que c'est quelqu'un qui aime ce genre de décision-là assez tranchée. Donc, vous attendez pas à quelque chose de classique demain. Il y aura pas quelque chose de classique. Il va y avoir encore une grosse décision de Thierry Henry. Est-ce qu'elle va fonctionner cette fois-ci ou non? Ça va être complètement autre chose. Par contre, une chose qui a fonctionné dans les décisions de Henry, en plus de Maciel qui a bien fonctionné, il y a eu une bonne chose de mettre Bojan sur le banc. J'ai bien aimé ça. Peut-être que Bojan a une place, mais pas dans ce système de jeu-là. J'ai comme l'impression que ce système de jeu en 3-4-3 qui se transforme en 3-5-2, bref, un système hybride en 3-4-3, 3-5-2, est parfait pour quelqu'un comme Bojan, à part si il joue en pointe, en faux neuf, et même là, ça va pas être extrêmement adéquat. C'est pas il sa a été place. recruté pour jouer au milieu. Le problème de Bojan, et ça a toujours été le même problème dans toutes les équipes où il a été, c'est que on n'a jamais vraiment su dans quelle position il joue. Donc, je pense que c'est un peu le genre de joueur qui joue en second attaquant, donc un joueur qui joue avec une pointe, il a besoin de quelqu'un d'une tour de contrôle, de quelqu'un qui est très fort physiquement pour jouer autour de cet attaquant-là, un peu se faire oublier, de jouer à côté de la star en fait. Bojan, c'est quelqu'un qui joue à côté de la star. La star attire beaucoup de personnes, beaucoup de défenseurs sur lui, puis Bojan va venir se faufiler, puis ramasser les miettes et être très très bon de ce point de vue-là. Donc, il faut pas qu'il y ait autant de pression sur ce genre de joueur-là. J'ai comme l'impression que avec l'Impact de Montréal, on s'attend à trop de la part de Bojan, ce qui fait en sorte qu'il ne produit pas assez. C'est pour moi le gros problème de Bojan. Maintenant, on va parler sur un autre milieu de terrain. C'est un Québécois. Il joue avec l'équipe nationale canadienne, Samuel Piette. Moi, personnellement, je l'aime bien. Peut-être il a raté quelques matchs, oui, mais en général, moi, j'aime bien quand Samuel Piette est au milieu. C'est un milieu relayeur. C'est un milieu de terrain casseur d'action. On le trouve partout au milieu de terrain. Quand on lui donne quelque chose à faire, il fait la chose. Mais moi, j'étais vraiment surpris. Le sondage que tu as fait a dit là, j'étais vraiment surpris par le pourcentage qu'on a donné comme Samuel Piette sur le banc. J'étais vraiment surpris parce que les gens qui ont voté, c'est sûr, c'est les fans de l'Impact. Il faut respecter leur choix. On ne sait pas c'est qui a voté. Peut-être des fans, peut-être des observateurs, peut-être des gens. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont voter juste pour voter. Ils comprennent rien. Donc, mais en général, ça veut dire qu'il y a peut-être des beaux qui ont voté. En général, c'est des gens qui suivent l'Impact, qui vont voter. Donc, il y a quand même une marge d'erreur là. Il faut vraiment regarder ça en tête. Ouais, souvent la picture du présent ou du moment influence aussi la décision. Exactement. Ouais. Donc c'est sûr que plus que tu es déçu, plus que tu vas voter contre et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça fait quelques semaines, voire un mois à peu près, depuis le début de ce tournoi-là, ou même avant le début du tournoi, qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et des personnes influentes autour de l'Impact de Montréal, autour de l'aspect médiatique de l'Impact de Montréal, qui se demandent sur l'utilité de Samuel Piette dans ce système de 3-4-3. Et j'ai vu de plus en plus, à cause de ces deux premiers matchs où Samuel Piette, malgré le fait qu'il n'était pas placé dans sa bonne position, il n'a pas fait de très bons matchs, que ce soit face à New England ou que ce soit face à Toronto. Donc beaucoup de personnes commencent à suivre un peu la tendance qui fait en sorte que Samuel Piette ne devrait plus être sur le terrain. Donc moi, souvent, parce qu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui se plaignent le plus, qui parlent le plus. Donc tu as tendance à voir beaucoup de gens très négatifs, ce qui est très normal parce que quand tu es content, tu vas pas trop t'exprimer, c'est normal. Ouais. Donc j'ai voulu savoir exactement ce que un peu la majorité silencieuse, comme on l'appelle dans toi, tu as donné l'occasion. J'ai voulu voir exactement combien de personnes étaient d'accord avec cette idée-là. Donc ma question était, quel est votre avis? Est-ce que malgré les décisions, les deux prestations de Samuel Piette, est-ce qu'il a encore sa place dans l'équipe de l'Impact de Montréal? J'avais donné 3 choix dans mon sondage. Piette dans le 11 de départ, Piette sur le banc
et même pas sur le banc. Donc, ils veulent même pas le voir sur le banc, ils le méritent même pas. Ouais. Donc, c'était le choix. Il y a eu quand même 456 votes, ce qui est quand même pas mal. Et très, très bizarrement, le milieu de terrain Samuel Piette, qui a porté l'Impact à bout de bras pendant 2 ans, maintenant, l'opinion publique s'est retournée contre lui. On a juste 42% qui veulent le voir dans le 11 de départ, 54% qui veulent le voir sur le banc, et 5%, ce qui est pas négligeable, qui veulent le voir même pas sur le banc, donc en dehors de la feuille de match. Ça veut dire qu'il faut rajouter les 5 aux 54, donc ça fait 59. Donc ça fait 59% de personnes qui ne veulent pas voir Samuel Piette au sein du 11 de départ et au sein de l'Impact de Montréal, en gros. C'est beaucoup. Donc c'est quand même énorme. 60, ouais. Moi, je vais donner mon avis en 2 mots, comme ça je vais laisser Mathieu parler. Mon avis est très simple. Dans le 3-4-3 actuel, je suis 100% d'accord. Je vois mal comment Samuel Piette peut trouver sa place, parce que Wanyama est meilleur défensivement et offensivement. Et à côté de quelqu'un comme ça, tu as besoin d'un milieu de terrain qui est plus offensif, un milieu de relayeur à ce moment-là, qui est Safir Taider, même si Taider est pas très bon. Donc, tant qu'on veut utiliser Wanyama en tant que sentinelle ou en tant que personne défensive, Piette n'a pas sa place parce qu'en tant que numéro 8, il n'est pas aussi bon que Taider. Si on décide de faire jouer Wanyama en tant que numéro 8 et mettre Taider sur le banc et avoir Piette en tant que sentinelle, à ce moment-là, il rentre dans le 3-4-3. C'est ça, ouais. Par contre, je vois très mal Taider être sur le banc avec son statut de joueur désigné, avec la saison statistique qu'il a faite l'année passée, même malgré toutes ses erreurs, il a quand même eu de bonnes statistiques l'année passée. Donc, je vois mal Taider être sur le banc. Donc, bref, dans ce système-là, je vois pas comment Samuel Piette pourrait être sur le 11. Par contre, moi, je ne comprends pas pourquoi on est encore complètement convaincu que ce système marche. Jusqu'à maintenant, il y a eu des choses positives contre Toronto, mais jusqu'à maintenant, je vois pas que ça marche. Donc, est-ce que Thierry Henry va vouloir changer son système de jeu? Ça a l'air que non. Mais s'il change son système de jeu et qu'il revient avec un système à 4 défenseurs et qu'il vient à ce moment-là avec un 4-3-3, un 4-2-3-1, à ce moment-là, Samuel Piette a sa place dans le 11. Mais dans le système actuel de 3-4-3, je comprends pourquoi les fans de l'Impact décident de le mettre sur le banc. Mathieu, ton point de vue là-dessus sur le sondage? Ben, en fait, je vais répéter un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. Thierry Henry, je pense, mesure à quel point un joueur comme Samuel Piette est important dans sa formation, puisqu'il fait jouer même à des postes qui ne sont pas sa position naturelle, c'est-à-dire celui du sabbat au milieu de terrain devant la défense. Moi, je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière. Je trouve que c'est Taider qui semble avoir de la difficulté depuis que Wanyama est arrivé dans la formation, beaucoup plus que Piette, à mon avis. Ensuite, considérant que Taider et Wanyama ont la capacité et ont la volonté aussi de jouer plus haut sur le terrain, qui va soutenir la défense, surtout si tu veux jouer la possession, et moi je reviens là-dessus, Piette peut devenir un outil essentiel pour contrer le jeu de contre adverse, soulager la défense lorsqu'il y a des pertes du ballon, parce que tu veux jouer la possession, mais tu ne l'auras pas à 100%, à cause de sa fonction de ratisseur, de sa fonction aussi de comment il peut contenir un joueur qui porte le ballon et à le déporter du centre du jeu vers l'aile, comme il sait si bien le faire. Il a cette capacité aussi de tacler au bon moment. Toutes ces qualités-là, on l'a vu quand il est arrivé ici. Même si c'était pas le jeu de possession, cette qualité-là ressortait à l'évidence. Et je trouve que Piette a cette utilité si on le garde à ce poste-là, même si on va me dire qu'il est unidimensionnel. Ses qualités font que ça peut bénéficier une équipe qui veut jouer en possession, une équipe qui peut jouer aussi en 4-3-3, mais attention, un 3 où tu as Wanyama et Taider plus haut. Ça, c'est mon avis. Donc, une espèce de triangle. Piette serait entre les deux, mais derrière, pour les couvrir, et eux pourraient se soucier de l'attaque. Reste à savoir comment ça coulisserait. C'est une possibilité. Et c'est là-dessus que je rejoins Adi. Le 3-4-3 est peut-être pas la bonne formule. Il y a des indications pour certains joueurs qui démontrent qu'il y a certains profils dans la possession qui fonctionneraient. Mais est-ce que c'est le 3-4-3 qui est la meilleure formation pour que dans l'animation, il s'exprime au mieux, il puisse progresser plus loin? J'ai un petit doute moi aussi là-dessus parce que il n'y a pas juste Piette dans la balance dans cette formation-là où, pour moi, il y a un problème au niveau de l'expression. Je reviens encore à Taider qui a de la misère. Même quand j'ai dit tantôt, Thierry Henry lui a donné une chance de jouer plus en attaque.
Et même Wanyama, je trouve qu'on n'exploite pas encore tout son potentiel au niveau autant physique au milieu de terrain que dans sa façon de tenir le ballon pour aider à pousser vers l'avant. Et je dis ça en sachant justement qu'on n'a pas de technicien au milieu de terrain pour animer le jeu offensif. Donc, on a une raison de plus de faire jouer Wanyama. Puis en attendant qu'on recrute quelqu'un comme ça, puis même si on avait ce joueur-là, je pense que Wanyama peut amener cet élément-là parce qu'il est meilleur technicien avec la balle au pied qu'un Taider. Je pense. Taider, c'est son volume de jeu qui est sa qualité. Donc, Taider a cette possibilité peut-être de se replier, d'aider Piet au besoin. Mais Piet te donne une garantie de te protéger, de protéger ta défense pour éviter qu'elle soit surtaxée contre le compte. Parce qu'en MLS, les espaces, les équipes trouvent le moyen de venir à bout de la majorité des défenses en MLS. Donc, je trouve que de garder Piet dans la formation, pour moi, c'est quelque chose qui est utile. Et pas juste nécessairement dans un 4-3-3, j'évoque une possibilité, mais il y en a sûrement d'autres formations tactiques auxquelles on pourrait réfléchir et auxquelles Piet s'insérait très bien en jouant son rôle de serveur au milieu, comme récupérateur, comme ratisseur, comme sécateur, nommez toutes les expressions que vous voulez. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut l'avoir comme relayeur. On veut qu'il soit à l'aise. Et il serait complémentaire des autres, contrairement à des commentaires que j'ai entendus. Il joue où est-ce qu'il veut, lui, tu sais, au poste où est-ce qu'il veut. Mais tu lui dis, toi t'es là tout seul, tu cours, on va venir t'aider de temps en temps, mais c'est ton rôle, tu gardes et t'empêches l'adversaire. Exactement. Donc je pense qu'il y a une question. Une observation qui se traduit en question aussi. Bertrand Rougeron qui dit j'ai trouvé sur les deux matchs Piet moins mauvais hors position que Taider qui lui jouait à son poste. Il faut quand même avouer que Safer Taider sur ces deux matchs-là n'a pas été très bon. Ouais. Donc c'est dommage. On a comme l'impression, est-ce que c'est parce que il sait que sa peut-être famille qu'il avait l'esprit ailleurs. son esprit ailleurs, on sait que sa famille est en France maintenant et que sa femme va avoir un enfant. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas à 100% là? Et c'est Mathieu qui a dit plus tôt que ça a l'air que c'est pas tout le monde qui est un peu dans le bon état d'esprit. Donc c'est possible que ce soit ça. Mais je comprends un peu ce que Bertrand disait. Après, comme on l'a dit un peu plus tôt, je vois mal comment on pourrait justifier sur les deux joueurs désignés qu'on a d'en mettre un sur le banc. J'ai un peu de mal par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que sur les matchs, Taider a pas été bon. Après, de là à dire que il était aussi mauvais, plus mauvais que Piet. Boyan, il a été mis sur le banc. Mais il n'est pas joueur désigné. Ouais, mais même Boyan, c'est Boyan, je sais. Mais c'est pour ça que je reviens à l'animation. Pour moi, c'est entre Taider et Wanyama de trouver une solution dans la communication pour savoir comment on monte, qu'est-ce qu'on fait quand l'un des deux monte, comment on anime le jeu selon nos côtés. Wanyama, je le mettrais un peu à droite et Taider un peu à gauche à cause de leurs pieds et aussi parce que Taider, de toute façon, il triche un peu vers la gauche malgré tout, même comme milieu relayeur. Et Wanyama, il était un peu à droite là où il jouait. C'est pour ça que je les vois dans cette poste-là. Moi, j'ai pas dit de retirer Taider automatiquement. C'est comment les faire fonctionner tous les trois. Et je pense que, en lançant on va dire la bribe de solution, je trouve qu'on pourrait trouver une façon d'animer le jeu, mais en quelque part, la clé, et je reviens aussi à ce match contre le CD Olympia où Taider, à part son but spectaculaire, avait eu un match difficile. C'était le premier match de Wanyama, rappelez-vous. Je pense que c'est cette relation-là qu'il faut développer, qu'il faut travailler pour que l'impact passe à un cran au-dessus, ne serait-ce que dans l'animation offensive, mais aussi pour que Piet joue son rôle à merveille en tant que récupérateur. De retour à notre émission, donc on va parler du match de demain, où est-ce que c'est un match très très important. Si l'Impact veut aller au deuxième tour, c'est sûr qu'elle doit gagner le match de demain. Ça serait bien de le gagner plus qu'un but, mais au moins le gagner, c'est le plus important. Gagner le match et attendre les résultats des autres, bien sûr. On a déjà quelques équipes qui sont qualifiées, donc les premiers et les deuxièmes, la plupart sont qualifiés. Donc il reste juste les 4 meilleurs troisièmes. Donc pour demain, qu'est-ce que vous voyez? Moi je pense que c'est sûr, Zachary Borgia, il va rentrer. Fanny, peut-être il va jouer aussi. Le gardien, je pense que Bush va faire ça en entrée. Moi, je pense que Bush Karim, très sérieusement, je vais dire quelque chose en ondes et tout le monde, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à deviner la formation de Thierry Henry demain,
je suis prêt à me déplacer et venir lui donner un bisou. Je sais pas. C'est vrai, chaque fois C'est impossible. Chaque fois qu'on imagine la composition... Impossible. Il n'y a pas de logique derrière tout ça. Ouais. Il y a des choses, c'est sûr qu'on ne voit pas à l'entraînement avec Thierry Henry, bien évidemment. Ouais. Il a quand même de l'expérience à côté, hein. Il y a Patrice Bernier qui est là, il y a Wilfried Nancy qui est là, il y a Rémi Vercoutre qui est là. Donc, il y a quand même de l'expérience à côté. Il prend pas les décisions. Bon, il a le droit de veto, bien évidemment, mais sauf que il va sûrement faire une réunion avec ces personnes-là et il va pouvoir juger un peu le niveau de performance de chacun de ces joueurs. Donc, il y a plein de choses dont on n'est pas au courant. Par contre, si jamais tu veux qu'on donne un 11 de départ que nous, on pense qu'il va être, oui, je suis prêt à te donner un 11 de départ. Par contre, je vais jamais essayer de deviner ce que Thierry Henry va faire parce que je vous dis, Thierry Henry, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions très fortes. On l'a vu prendre des décisions fortes envers Boguilla. On l'a vu prendre des décisions fortes en mettant Bush sur le banc. On l'a vu prendre Fanny aussi, mais on a vu prendre avec la prolongation de Fanny, avec la non-prolongation de Sagna. On l'a vu, il a pris beaucoup de décisions difficiles et j'ai comme l'impression qu'il va continuer à en prendre de difficiles. Une chose par contre, j'ai comme l'impression que Thierry Henry a un regard très proche sur les réseaux sociaux et ça m'étonnerait pas de voir Samuel Piette sur le banc demain. Ça m'étonnerait vraiment. À cause de ton sondage? Non, pas à cause de mon sondage. Non, pas du tout. Non, faut pas exagérer. Malheureusement, je suis pas si important que ça. Mais par contre, Moi, je pense que demain, on va revenir. Je pense qu'il y a tellement de monde. Non, je pense pas qu'il va retourner à ce cas défenseur. Je doute très fort. Bref. Comme je l'ai dit, celui qui arrive à deviner la tactique et le 11 de départ de Thierry Henry, qui m'envoie un message après parce que j'aimerais le féliciter très très fort. Oh mon Dieu, Mathieu. Mais de toute façon, advenant le cas que Piette ne soit pas dans le 11 partant, ça sera pas un désaveu de Thierry Henry, là. C'est probablement parce qu'il cherche une formation pour gagner le match et peut-être marquer des buts. Il va peut-être prendre le risque d'avoir une formation plus encore axée sur l'attaque, qui sait. On peut pas prédire de toute façon. Il trouve le moyen de nous surprendre parce que justement, il prend les décisions qui sont tranchées, pour reprendre l'expression qu'Adi a prise. Après, on va voir par la suite qu'est-ce qui va advenir, mais d'une certaine façon, on peut pas anticiper ce qui va décider. De toute façon, nous, on pourrait faire, Adi l'a dit, on pourrait faire notre 11 partant, puis je pense que Thierry Henry, ce qu'il pourrait décider, ce serait même pas proche. Ce que j'aimerais voir, par contre, c'est si on arrive à percevoir une logique derrière les choix au moment où il les choisit, parce que... Sans avoir les infos. C'est ça, c'est parce que... Oui, c'est vrai, mais c'est parce que il y a quelque chose de savoir les infos après, puis donc d'évaluer par la suite, mais en quelque part, ça laisse un goût de... Étant donné la distance, ça laisse un goût de frustration, parce que justement, le fan et même les analystes partent avec une inquiétude qui peut, dans un sens, être légitime à ce moment-là, au moment où la formation sort avant le match. Oui, effectivement, il y a juste deux choses que Thierry Henry a dit lors de la conférence de presse. La première chose, c'est que, en plus du fait que Zachary Boguilla est juste bon offensivement, mais ça a l'air, il n'a pas dit, mais ça a l'air qu'il voulait dire qu'il est nul défensivement. Il a dit des choses comme quoi Waterman est prêt, donc il fera partie du groupe. Donc, moi, c'est quelque chose, ça m'étonnerait pas de le voir titulaire. Je pense pas exactement. Ça m'étonnerait pas de le voir titulaire. Et il a dit que Lassi n'est pas prêt. Et que Lassi Lapalainen a eu plusieurs pépins physiques. Puis il n'est pas prêt et il n'est pas en forme. Donc, c'est pour ça qu'on le voit pas. D'ailleurs, je veux revenir rapidement parce qu'on nous a posé la question beaucoup. Ouais, c'est une répétition année après année des pépins physiques et tout ça. Alors, il faut faire attention, là, quand même. On peut pas comparer ce qui se passe cette année avec ce qui s'est passé les années d'avant pour juger de la nouvelle structure en place et du staff technique qui prépare les joueurs. Vrai, parce que pour l'instant, moi, je suis allé vérifier, il y a des pépins physiques partout dans les clubs de la MLS parce que, encore une fois, on est dans un contexte particulier après la pandémie. Donc, on peut pas juger maintenant les pépins physiques de l'impact ou mentaux dans un certain cas parce que quand mentalement ça va pas, ça affecte le physique. On peut pas juger les préparateurs parce qu'on est dans un contexte particulier. Je pense qu'il faut patienter un peu.
Néanmoins, on a quand même vu, quand Rémi Garde est arrivé, on avait déjà vu un premier changement au niveau de la préparation, puis ça avait occasionné quand même une diminution par rapport à un ratio où on avait énormément de blessés lorsqu'on est entré en MLS à une certaine époque. Maintenant, à partir de là, avant de parler de pépins physiques, on va attendre qu'on revienne un peu à un calendrier à la normale pour voir exactement comment ça se présente au niveau de l'effectif puis au niveau des joueurs. Mais Olivier Renard qui oriente son recrutement vers des jeunes, j'espère qu'on va en parler maintenant. On va voir aussi si les jeunes qui recrutent, ce sont des jeunes qui ont, on va dire, une tête sur les épaules dans leur préparation aussi. Et on va voir aussi par la suite là, s'ils sont en bonne santé et ils performent. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu une tendance quand Olivier Renard dirigeait en Belgique que tous les joueurs qui recrutaient se blessaient tous. Justement, on est arrivé pour parler du recrutement. Donc, il anticipe toujours les choses de Mathieu. Toujours. Donc, Mustafa Kiza. Donc, j'ai ma boule de cristal. C'est un défenseur de gauche qui joue en Ouganda avec le KCCA. Donc, en Ouganda. Et c'est un joueur de l'équipe nationale aussi ougandaise, avec Azira, bien sûr. C'est un jeune. Un joueur de l'équipe nationale. C'est pas comme s'il était à la CAN l'année passée, il n'a pas joué un match. Donc... Oui, je sais. Non, mais il fait partie de l'effectif de l'équipe nationale. Oui, il a déjà fait partie de l'effectif. Il est très jeune. Ouais, c'est ça, il est jeune. C'est après la CAN qu'on l'a amené dans la sélection A, mais il avait participé au U20 et U23, il avait très bien fait. Il fait partie d'une génération d'Ougandais qui sont très bien formés. D'ailleurs, Farouk Mia, qui est dans la sélection A, vient un peu... Il faut toujours qu'il mette son nom à Farouk Mia. Oui, je le veux à Montréal. J'adore ce joueur. Non, mais j'adore ce joueur. Il a quel âge déjà? Mia, 21 ans. Et Mustafa Ridza en a 20. Il y a une génération, j'aime pas utiliser génération dorée, mais si on veut employer un terme pour parler d'une belle génération qui s'en vient en Ouganda, Ridza en fait partie. Et Ridza, c'est Kiza. Ouais, vous pensez que c'est le H. Mais je pense pas que Olivier Renard va ramener 2 Ougandais. Non, mais il peut aller ailleurs en Afrique. Je veux dire, bon, Wanyama est plus connu, mais c'est un joueur du Kenya qui est pas une puissance en Afrique, hein. Wanyama, il est passé par Tottenham. Mais Wanyama, peut-être qu'il est en avant de bien d'autres joueurs kenyans. C'est certain. Quand l'Algérie l'a joué, il était titulaire. Alors qu'en Ouganda, là, il y a une génération, ils vont avoir des joueurs forts à peu près à tous les postes. D'ailleurs, à la dernière CAN, ils ont connu une progression par rapport aux CAN précédentes. Donc, la prochaine CAN, il faudra les surveiller. C'est sûr. Mais je vais juste finir sur Mustafa Kiza rapidement. Moi, je l'ai vu jouer un peu, j'ai eu l'occasion de voir un match. C'est le genre de joueur que, d'abord, il est fort physiquement et athlétiquement. Il fait des courses répétées, donc, et il défend. Et il attaque. C'est quelqu'un qui a un bon instinct, qui a une bonne vision du jeu, et il centre très bien le ballon, ce qui est un des défauts de l'Impact qu'il faut corriger. Et Renan semble l'avoir identifié aussi. Je pense qu'avec son arrivée, il y a même des gens qui vont plus le comparer à Ambroise Oyongo, mais avec une qualité dans les passes que Oyongo, ça lui manquait encore un petit peu quand même. Mais il y avait les mêmes courses. J'aime bien son gabarit. Je l'ai jamais vu jouer, là. J'ai juste vu des trucs YouTube qui servent à rien, en fait. Il a été formé milieu offensif, c'est ce qui a fait qu'il est doué à balle au pied. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste le fait qu'il soit doué à balle au pied, c'est qu'il est quand même imposant. Pour un latéral, c'est quand même une grande taille, puis il a l'air d'avoir de grosses enjambées. C'est quand même assez intéressant. Il est très difficile à défier. C'est intéressant parce que d'habitude les latéraux c'est pas des gens très très grands, donc ça peut ajouter quelque chose à une complexité assez intéressante. On peut dire que c'est un joueur de couloir. Ça veut dire que c'est un latéral gauche, donc oui c'est un joueur de couloir. Donc c'est sûr que on va rester sur la même tactique, donc 3-5-2. Non mais une chose est vraie par contre, ce genre de joueur là rentre à 100% dans la tactique de Thierry Henry. Dans la tactique actuelle de Thierry Henry. Donc oui, c'est très vrai. Par contre, une chose très intéressante et qui est très importante à souligner, c'est que jusqu'à maintenant, Kiza ne rejoindra l'Impact de Montréal que en janvier 2021, donc pas avant. Par contre, l'Impact de Montréal est capable d'activer une clause pour l'amener avant. Faut faire attention, si jamais il fait ça, il va falloir qu'il libère une place internationale, parce qu'actuellement, l'Impact de Montréal n'a pas de place internationale. Donc, il y a des possibilités que Kiza s'en vient avant, mais jusqu'à maintenant, le plan, c'est de le voir en 2021. Comme ce sera peut-être pas la seule acquisition à venir dans la suite. Mais pour revenir à la sélection, il a joué 10 matchs après la CAN avec la sélection ougandaise. Il a participé à un tournoi entre des pays d'une région africaine que d'ailleurs l'Ouganda a gagné. Et sur les 10-12 matchs
qui a joué On juste va- en latéral gauche, a marqué 4 buts Il avec nous la reste sélection. même pas C'est une quand même minute. pas si On mal. va en parler de ce joueur prochainement, c'est sûr. Dernière Le question. Ballon d'Or? Justement, le Ballon d'Or il a été annulé. C'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose parce que c'est sûr que les joueurs n'auront pas la... C'est c'est une ils n'auront pas récompense les qui est choses égales. contestée à chaque année, peu importe quand c'est à FIFA qui est chapeauté ou France Football. Il y a toujours matière à contestation. Puis le fondement de cette contestation-là, ça revient au fait que c'est une récompense individuelle dans un sport qui est collectif. Il est annulé pour Mais on le sait maintenant, pourquoi pas il est pour tout le annulé. temps, là. Pour maintenant, à cause de la pandémie. Ouais, pour C'est ça. bien Oui, Exactement. mais en même temps, je trouve ça réjouissant quand même. Merci Mathieu, merci Adi. Donc on souhaite que l'Impact gagne demain et se qualifie au deuxième tour. Oh. Donc, lundi prochain, on va en parler de On va ce se coucher match tard, de mais on demain. va espérer. avec Donc le demain, sourire. le match est à 22h30. Merci à vous. Donc bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine.